Voilà, bonjour, chers amis, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir cette fois sur cette conférence, visioconférence des manifestations que nous organisons chaque mois. Hein, vous le savez, la Société d'encouragement, la FAS, l'association Bernard Grégory et l'IESF Île-de-France organisent ces conférences pour le développement de la science et l'innovation au service des transitions. Et chaque mois, un thème différent. Chaque mois, des intervenants formidables. Chaque mois, eh bien, un exposé, toujours de très très haut niveau, toujours du monde scientifique, toujours cette approche avec l'innovation au cœur de notre conférence. Et puis, chaque fois, une intervention qui va nous dire comment dans la vie réelle, si je puis dire, dans la vie concrète, comment dans l'application des choses, eh bien, nous pouvons interagir du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue de notre développement dans la société et du point de vue de nos grandes transitions, hein, tous les sujets, qu'ils soient technologiques, numériques, qu'ils soient évidemment sur les sujets parfois environnementaux. Et c'est très important que d'être à l'heure du monde de demain, de ce monde qui s'engage. Donc, pour cette fois, je vais tout de suite passer la parole à Catherine Leloir, qui nous fait l'amitié d'être notre modératrice pour ce débat et qui ensuite va nous présenter donc la thématique, une thématique de médecine. Toi, Catherine, tu es médecin aussi de formation, tu es médecin de pratique dans ta vie depuis longtemps, depuis toujours, et tu es à la Société d'encouragement, un de nos membres éminents, puisque à mes côtés, qui a pilotons l'ensemble de la préparation pour cette société d'encouragement, eh bien, tu prends la parole maintenant pour nous présenter ce thème orientation médicale ce soir. Bien, merci beaucoup Sylviane. Eh bien, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux grands scientifiques. Je salue toute l'Assemblée et nous avons le plaisir d'écouter, je pense, une conférence qui va être sans doute tout à fait passionnante. Alors, je ferai une petite introduction pour présenter le thème et les enjeux de cette conférence. Il ne s'agit pas ici pour les scientifiques de tenter d'augmenter les capacités humaines, comme le transhumanisme, mais bien au contraire de réparer ou en tout cas d'améliorer ce que la maladie ou les accidents de la vie ont pu causer comme débat, handicapant lourdement des hommes et des femmes qui sont handicapés qui ne peuvent plus soit voir, soit entendre, soit bouger et parfois même respirer. Et c'est justement, je dirais, quand un organe ou quand une fonction nous fait défaut, qu'on se rend de plus en plus compte de la complexité et de la merveilleuse machinerie dont la nature nous a dotés pour vivre. Je vous dirais aussi que nous sommes tous concernés, chacun autour de soi connaît ou a entendu parler de patients qui souffrent de maladies neurodégénératives, de Parkinson, de sclérose en plaques, de Charcot ou d'hémiplégie ou paraplégie qui ont pu être causées par des AVC ou des accidents. Chacun connaît aussi ou entend parler de gens qui souffrent de DLMA, cette pathologie qui rend progressivement aveugle. Et malheureusement, la médecine est encore souvent trop impuissante, même si elle s'attelle et travaille d'arrache-pied à trouver des solutions. C'est donc bien cette recherche dont il est question aujourd'hui et on espère beaucoup des solutions concrètes, sûres et abordables qui pourront émerger pour les patients les plus atteints en tout cas. Je dirais aussi qu'il s'agit d'un travail qui est obligatoirement collaboratif, multidisciplinaire, car pour avancer, il faut absolument réunir de très nombreuses expertises de neurosciences, d'imagerie médicale, de neurotechnologie. Il faut certes des chercheurs, mais aussi des médecins cliniciens, mais aussi des mathématiciens, des informaticiens, des industriels, bien sûr, des financiers, et souvent une volonté politique qui est nécessaire pour faire avancer les choses. Et si ce travail et ce chantier est énorme, l'investissement nécessaire des patients est tout aussi grand, puisqu'il faut un lourd apprentissage pour ceux qui considèrent et qui, en tout cas, sont demandeurs de ces technologies. Et ce, pour récupérer
un peu de leurs fonctions défaillantes, puisque bien sûr l'objectif de tout ça est de leur redonner un tout petit peu d'autonomie. Le professeur Bernard Biulac vous expliquera comment, quand la voie du corps et des nerfs est interrompue et ne peut être activée, comment on sollicite le cerveau, comment on va s'atteler à capter, à identifier, à décoder les signaux électriques complexes et multiples qui arrivent de toutes les parties du cerveau, comment on va, par des algorithmes, tenter de transformer ces signaux en une commande pour, via une interface machine, pouvoir rétablir partiellement, en tout cas, au moins des fonctions atteintes ou déclencher certains mouvements. Et il évoquera bien sûr les limites importantes, qu'elles soient de nature sécuritaire, éthique ou financière, mais aussi tous les espoirs que suscitent bien sûr ces premières indications. Et vous pourrez, comme moi, ce que j'ai beaucoup apprécié l'immense savoir de M. Biulac et sa capacité à expliquer de façon très simple l'infiniment complexe. Patrice, peut-être pouvez-vous présenter M. Biulac? Catherine, écoutez, merci pour cette introduction. Merci aussi à Sylviane. Je suis donc Patrice Debré, je suis le président de la FAS qui, aux côtés de la Société d'encouragement de l'IESF et de l'association Bernard Grégory, organise donc ces conférences. Et je remercie particulièrement donc Bernard Biulac. Bernard est un des très grands neuroscientifiques français. Il est professeur émérite à l'Université de Bordeaux, ancien chef de service de neurophysiologie clinique au CHU. Avec Bernard, nous nous croisons quasiment de manière hebdomadaire, si je puis dire. Mais surtout, il a animé pendant presque une année, je vais dire, une sorte de séminaire qui a permis un rapport et qui nous a mis en contact avec les plus grands experts du domaine, qui est un domaine, Catherine, vous l'avez dit, fascinant, puisqu'il s'agit de décrypter le cerveau et de s'en servir pour lutter contre le handicap. Voilà, je vous laisse la parole pour parler de Mario Chavez à l'Institut du cerveau et que je croise régulièrement à la Pitié-Salpêtrière. Merci donc à Patrice Debré, qui est le président de la FAS, je le répète, et pour cette introduction. Et donc, M. Mario Chavez est un chercheur émérite du CNRS et de l'Institut du cerveau, et il nous présentera un exemple concret d'un dispositif médical qui est une interface cerveau-ventilation qui est très utile dans le suivi de patients qui n'ont plus la possibilité de respirer spontanément. On ne pense pas à la respiration car elle est spontanée, mais quand elle n'est plus possible, on a besoin de suivre très attentivement cette respiration et de l'assister. Et c'est tout à fait important. Vous avez pu en témoigner lors des maladies respiratoires majeures comme on a eu en réanimation, notamment avec le Covid, ou même au domicile des patients quand on a des soins à domicile. Il nous parlera également des partenariats qui s'engagent entre les organismes de recherche, des startups très innovantes et des grandes sociétés. Et c'est tout à fait dans la vocation de notre société d'encouragement qui promeut l'innovation scientifique, technique et industrielle. Voilà un petit peu pour situer le débat. Je passe maintenant la parole au professeur Biulac. Bernard, c'est à vous. Merci, oui, Catherine. Peut-être juste pendant que vous installez votre présentation à l'écran, cher professeur, je rappelle à tous nos participants que vous êtes invités à poser vos questions via l'espace consacré à cela, l'espace conversation sur le chat. Faites-le vraiment de façon à ce qu'à l'issue des exposés, et seulement à l'issue des exposés, eh bien, monsieur le professeur Biulac ainsi que monsieur Chavez pourront vous répondre. Voilà, professeur, à vous. Merci beaucoup. Merci à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, à Madame Villaudière, de nous accueillir. Merci à Patrice Debré, président de la FAS également, d'avoir suggéré que je présente ce soir un travail de l'Académie nationale de médecine que nous avons réalisé avec l'Académie des technologies, avec les professeurs Ardayou et le professeur Bruno Jarry, sur les interfaces cerveau-machine. Je vais donc essayer
de montrer très simplement comment on peut réparer le cerveau avec ces interfaces cerveau-machine en faisant ressortir les réalités, mais les limites et les espoirs malgré tout à terme, bien sûr. Tout d'abord, une définition des interfaces cerveau-machine, qu'on appelle encore interface cerveau-ordinateur ou encore même interface neuronale directe. Ceci désigne un moyen de communication utilisant l'activité cérébrale. Cette approche technologique s'effectue de manière indépendante des nerfs périphériques et des muscles. Le but ultime d'une ICM est de fournir au cerveau un autre intermédiaire de communication sous contrôle de l'utilisateur. Pour commencer, un peu d'histoire des neurosciences et de la neurophysiologie. C'est en 1969 qu'un neurophysiologiste américain, Fettes, démontre le premier qu'il est possible d'interagir sur un dispositif, un curseur sur un ordinateur, grâce à la seule activité des neurones du cortex moteur, sans passer par les voies habituelles, les nerfs périphériques et les muscles. C'est la base même de la mise en œuvre de beaucoup d'interfaces cerveau-machine. Quelle expérience fit-il? Tout d'abord, ce sont des expériences qui furent menées chez le primate non humain, chez le singe. Il entraîne dans un premier temps un animal à faire une flexion ou une extension de sa main autour de son poignet pour guider un curseur sur cet écran vers une cible qui s'éclaire et ainsi il obtient une récompense. Mais surtout, en même temps, sont enregistrées les activités des neurones du cortex moteur, ce cortex qui commande nos mouvements, sous forme de potentiels d'action que l'on voit ici, et les potentiels d'action, les trains de potentiels d'action au niveau du cortex moteur, quand on fait un mouvement, surviennent avant, bien sûr, le début du mouvement. Puis, dans un deuxième temps, l'animal va avoir son membre supérieur libre. Il n'a plus du tout la possibilité, avec son poignet, de bouger le curseur. Par contre, l'activité neuronale, l'activité des neurones du cortex moteur est reliée par un dispositif approprié au curseur, et c'est avec la seule activité des neurones du cortex moteur qu'il va déplacer le curseur vers la cible et obtenir la récompense. Il a donc déplacé le curseur uniquement par les neurones de son cerveau. Ceci peut se faire, bien sûr, sans fil du tout, par télécommunication. On va distinguer deux grandes catégories d'ICM. Les ICM dits de lecture des signaux du système nerveux central et ceux dits d'écriture dans le système nerveux central. Les ICM de lecture, ils utilisent l'activité cérébrale pour mettre en œuvre des dispositifs suppléant plus particulièrement la fonction motrice. Le curseur, comme on vient de le voir, le fauteuil roulant, le bras robotique, l'exosquelette, comme nous le verrons, mais aussi pour communiquer lors d'un handicap moteur sévère, par exemple dans les syndromes d'enfermement après en phase évolutive de maladies comme la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, en utilisant cette fois des épeleurs de mots, des matrix spellers, ou encore via le neurofeedback pour tenter de traiter des pathologies comme le trouble de l'attention avec hyperactivité, le célèbre TADA des enfants, mais aussi dans certaines insomnies, des dépressions ou des épilepsies. L'activité cérébrale recueillie concerne d'abord, bien sûr, nous venons de le voir, les potentiels d'action émis par les neurones des aires motrices. Cependant, il faut bien reconnaître que cette technique est invasive. Il faut descendre des électrodes dans le cerveau, ce qui n'est jamais simple. Et alors, on recourt à l'électroencéphalographie qui reflète l'activité cérébrale, mais qui nécessite seulement des électrodes posées sur le scalp, qui est une activité plus intégrée, malgré tout, moins précise. Il est vrai que l'activité émise par les potentiels d'action. Et là, il s'agit des ondes classiques de l'électroencéphalographie, des ondes alpha, bêta, mu, ce qu'on appelle le rythme sensorimoteur, ou des potentiels évoqués cognitifs comme l'onde P300. Il est possible également de collecter l'activité cérébrale par la neuroimagerie, que ce soit l'IRM ou la magnétoencéphalographie. La deuxième catégorie d'ICM, ce sont les ICM d'écriture. Cette fois,
on utilise la stimulation électrique pour transmettre un signal au tissu cérébral. C'est le cas bien connu des prothèses cochléaires, les premières interfaces cerveau-machine d'une certaine façon, dans certaines surdités, ou bien sûr les implants rétiniens, la rétine artificielle, dans certaines formes de cécité, ou encore la stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson ou les dystonies. Et plus récemment, la stimulation des racines postérieures liées aux circuits locomoteurs spinaux dans certaines formes de paraplégie. Ainsi, les ICM dits de lecture, que nous allons dans un premier temps plus précisément voir, vont consister à faire qu'on implante une grille d'électrodes ou l'électroencéphalographie au niveau des aires motrices. Cette grille, vous voyez, qui est ici, est implantée sur les aires motrices cérébrales. Le signal est traité, décodé et va permettre à un curseur sur un ordinateur de se déplacer. Pour cela, il y a un certain nombre d'opérations qui sont nécessaires. Tout d'abord, le recueil de l'activité, son pré-traitement, l'extraction des caractéristiques, finalement le code de l'intention du mouvement, la classification et les traductions en signaux de commande. Mais aussi, ce qui est très important, c'est le retour perceptif. En d'autres termes, le retour perceptif, le feedback d'une certaine façon, c'est ce qui nous permet de savoir si on a fait un mouvement correct ou non, et qui est indispensable pour l'apprentissage. Ainsi, au total, on peut dire que l'activité cérébrale, nous l'avons déjà indiqué dans la définition des ICM, va servir soit à mobiliser un fauteuil roulant, un bras ou une main robotique, ou ici, vous le voyez, un matrix speller, un épeleur de mots. Nous allons donc voir quelques exemples d'interface cerveau-machine. Un premier interface cerveau-machine dit de lecture est l'exosquelette contrôlé par l'activité neuronale du cortex moteur en cas de paraplégie. Ici, il s'agit d'une paraplégie avec une section médulaire très haut située entre la 4e et la 5e cervicale. Ce sont les travaux menés par l'équipe d'Alim Benhamid à Clinatech au CEA à Grenoble. Le sujet, donc, il est tétraplégique. Il ne peut mobiliser, il est paralysé à la fois des membres supérieurs et des membres inférieurs. Ainsi, on va disposer sur son crâne une grille, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, qui va être implantée au-dessus des aires motrices, qui va collecter le langage neuronal du cortex moteur. Les signaux ainsi électrocorticographiques, d'une certaine façon, sont isomorphes à l'intention d'agir. Alors, on appelle ces ICM des ICM asynchrones parce que c'est finalement le sujet qui décide par l'activité de ces neurones de le mettre en œuvre. Ici, donc, ensuite, cet ICM sera composé par un exosquelette en fibre de carbone qui pèse quand même 65 kg. Le patient sera inséré dans cet exosquelette, membre supérieur, membre inférieur. Il aura derrière lui un sac à dos qui contient tout le système informatique, le traitement des données, les algorithmes, pour justement transformer l'activité des neurones en signaux de commande, et ces signaux de commande vont venir mobiliser à la fois les membres supérieurs et les membres inférieurs. Au niveau du membre supérieur de l'exosquelette, il y a des possibilités de mouvement bimanuel et polyarticulaire avec jusqu'à 8 degrés de liberté, comme on peut le voir ici, du toucher, de la prosupination, de la rotation. Le membre inférieur est beaucoup plus simple dans sa mobilisation. Il s'agit simplement de déclencher une marche humaine robotisée. Le sujet dit à l'intention, il dit en lui, au niveau de ses neurones du cortex moteur, je marche ou je m'arrête simplement. En plus, évidemment, un autre élément extrêmement important, et vous voyez la complexité de l'outil qu'il faut développer, c'est que les sujets tétraplégiques n'ont plus de tonus ou de posture. Il faut, quand on les entraîne, quand on commence à les entraîner, à les suspendre. Ils sont suspendus par un système de suspension. Voilà donc un premier cas. Il y en a très peu au monde qui ont été réalisés. Il y en a quelques-uns au Canada, aux États-Unis, en Europe, quelques-uns.
Et il faut bien reconnaître que c'est un progrès substantiel pour les tétraplégiques, mais il faut dire que c'est une démarche technologique qui sera quand même assez longue. Deuxième exemple d'interface cerveau-machine dans les handicaps moteurs sévères. Là, on va se servir de signaux centraux pour communiquer. C'est donc la matrix Speller, l'épeleur de mots, qui est utilisé dans des syndromes d'enfermement, des lock-in syndromes après des accidents vasculaires cérébraux, et surtout dans les formes évoluées de la maladie de Charcot, où le sujet est complètement paralysé et tout à fait conscient. Donc là, la matrix Speller va consister en une matrice que vous voyez située en général à 30 cm du visage du sujet, qui est faite par des lignes verticales et horizontales sur lesquelles sont inscrites des lettres, des chiffres ou des spaces pour faire entre des mots des spaces. Et ceci va se mettre à clignoter par moment, une ligne va se mettre à clignoter à peu près à 5 Hz, 5, 10 Hz. Le sujet à ce moment-là va fixer son attention, son regard sur une de ces lettres ou symboles, et ceci va déclencher au niveau de son cortex une onde particulière, une onde électroencéphalographique. Cette fois, ce n'est pas les neurones directement enregistrés, c'est l'onde électroencéphalographique qu'on appelle l'onde P300. Et cette onde P300 va être d'une certaine façon fournisseuse d'énergie pour venir en feedback sélectionner la lettre choisie. Et comme ça, le sujet, en choisissant lettre après lettre, il peut choisir en une minute de 17 à 22 lettres, il va pouvoir composer des mots et communiquer avec le monde extérieur. Et là, vous voyez la différence de cet ICM avec le précédent. Cet ICM est dit synchrone. Pourquoi? Parce que c'est une stimulation extérieure qui déclenche la mise en œuvre de l'interface cerveau-machine. Ce n'est pas le sujet qui, directement, par l'activité de ces neurones, déclenche l'activité de la machine. Un autre exemple dans cet esprit, c'est l'utilisation du neurofeedback et justement dans le trouble de l'attention avec hyperactivité bien connu chez l'enfant et beaucoup plus fréquent qu'il n'y paraît. Eh bien, dans ce cas précis, le jeune, l'enfant, va se trouver avec un système d'enregistrement électroencéphalographique. Bien sûr, ce ne sont pas des électrodes, un système d'électroencéphalographique suffit. Il a face à lui un jeu vidéo. Ici, c'est une voiture qui va se déplacer et on lui demande de maintenir la vitesse de la voiture ou d'éviter des obstacles avec la voiture. Et en même temps, l'expérimentateur va suivre l'activité électroencéphalographique développée pendant qu'il a cette tâche attentionnelle. Et on peut voir au départ, surtout chez ces enfants, qu'il y a une surcharge en un rythme, en l'occurrence qui n'est pas normal, rythme θ, des régions frontales. Et par son entraînement, par son attention, par son jeu vidéo, il va pouvoir instaurer ce rythme particulier, le rythme mu, sensorimoteur, qui est un corrélat de l'attention. Et par des séances répétées, on va finir à faire que cet enfant fera beaucoup plus de rythme attentionnel dans sa vie courante et sera moins perturbé dans son attention, qui est bien sûr générateur d'hyperactivité. Autre exemple d'interface cerveau-machine qui est particulièrement intéressant et qui a été développé par une équipe de l'INSERM à Paris, par Nathanaël Jarassé et l'équipe Agathe, c'est la mise en place d'un bras robotique, comme vous pouvez le voir ici, chez un sujet amputé. Ils ont trouvé le moyen d'éviter d'enregistrer les neurones du cortex moteur. Ils ont trouvé finalement un moyen pour éviter cette implantation, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Et il s'appuie sur ce qu'il dénomme le langage du corps humain. À cette fin, lorsque le sujet décide de guider son bras robotique vers une cible, il décrypte grâce à des capteurs positionnés sur le moignon, sur le torse, sur l'épaule, des signaux qui sont émis par ces régions et qui ne sont pas autre chose que la traduction périphérique de l'activité neuronale du cortex moteur.
Ces signaux, comme je viens de vous le dire, contiennent en termes de codage les patrons supports des coordinations motrices capables d'engendrer le mouvement de guidage du membre supérieur normal. Ils vont injecter donc, en utilisant largement l'intelligence artificielle, le langage de cette coordination motrice dans le bras robotisé, et la prothèse va devenir alors capable de décoder et d'interpréter ces informations et de déterminer comment compléter le mouvement normal. De surcroît, comme je vous l'ai dit au départ, ils mettent des capteurs qui permettent d'avoir le retour du mouvement, ce retour perceptif, ce feedback sans lequel nous ne pourrions pas faire de mouvement harmonieux. Autre exemple d'interface cerveau-machine. Là, nous passons cette fois à des ICM dits d'écriture dans le système nerveux central, de stimulation. Tout d'abord, un premier exemple avec les implants rétiniens, ce que l'on appelle la rétine artificielle, et les travaux très connus de l'Institut du cerveau de Paris, de José Sahel et de Serge Picot. Certaines affections sont à l'origine de la perte de la vision, on l'a rappelé tout à l'heure, Catherine Leloir l'a rappelé, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la rétinite pigmentaire, elles vont se caractériser, ces affections, par une altération des photorécepteurs, des cônes et des bâtonnets que je vous montre ici. Et pour restaurer la vision, la stratégie consiste à réintroduire des informations visuelles dans le circuit neuronal en utilisant une puce électronique, soit en épirétinien, soit en sous-rétinien, et par là même à réinjecter, à stimuler les neurones ganglionnaires, ici dont les axones vont vers le thalamus et le cortex visuel. On redonne de l'activité électrique dans un système qui était devenu silencieux. Les implants rétiniens, épirétiniens. Le dispositif est constitué par une paire de lunettes avec caméra. Les images prises sont envoyées à un microprocesseur qui les transforme en matrice de code de stimulation. Et à partir de là, un boîtier va faire en sorte que ces codes engendrent les courants électriques excitateurs qui vont diffuser vers l'implant et activer les cellules ganglionnaires et envoyer les messages vers le cortex visuel. Dans cette condition, des sujets présentant une cécité arrivent à voir des formes simples et parviennent à lire des mots. Les implants subrétiniens maintenant, la puce en silicium est en sous-rétinien et elle est constituée d'une électrode centrale entourée de photodiodes avec un amplificateur à grille de masse qui encercle les unités. Dans ce cas-là, des approches expérimentales qui ont été menées chez l'animal, le petit animal ou même le primate en humain, dans le spectre de l'infrarouge, montrent que l'implant induit des potentiels d'action dans le cortex visuel et mieux qu'une cellule ganglionnaire répond à un pixel de stimulation. Les essais cliniques dans la DMLA, justement, ont révélé que les patients reconnaissaient des formes, des objets et des lettres, mais ne sont pas capables encore de reconnaître des visages ou de se mouvoir au travers d'obstacles. Autre exemple d'ICM d'écriture, la stimulation électrique des circuits locomoteurs spinaux qui doit être couplée dans ce travail à l'entraînement volontaire. C'est un travail mené à l'Université de Lausanne par Courtine et Bloch chez des paraplégiques. Vous voyez ici la situation du paraplégique. Il est au départ d'ailleurs suspendu, vous vous souvenez, comme le tétraplégique avec son exosquelette. Le sujet en situation de marche, il est porteur d'un neurostimulateur. Ce neurostimulateur est implanté au niveau des racines postérieures de la première lombaire à la deuxième sacrée des circuits locomoteurs. La marche est facilitée par le système de suspension dans un premier temps, parce que bien sûr le tonus est très faible, la posture est difficile. Et le sujet exprime, et c'est un élément très important qu'ont montré ces chercheurs, exprime son intention, sa motivation à marcher. Il faut coupler la stimulation à l'intention, à la motivation à marcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont observé, et ça c'est l'autre élément qui est indiqué ici, qu'il était dans certains cas, un nombre non négligeable de cas dans les paraplégies,
qu'il persistait quelques fibres résiduelles descendantes, des fibres qui viennent du cortex moteur, qui se promènent tout le long de la moelle épinière et qui vont innerver les motoneurones spinaux et justement qui sont activés par la stimulation, le neurostimulateur, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et ils estiment qu'en couplant la neurostimulation au niveau de ces racines postérieures des circuits locomoteurs, avec la mise en œuvre par la motivation, par la volonté de ces fibres résiduelles, ce n'est pas dans toutes les paraplégies. Ils arrivent à des résultats dans un certain nombre de paraplégies tout à fait importants. Et vous avez ici un tel résultat. Le sujet s'est libéré de ses suspenseurs. Il a un déambulateur toujours, mais il commence à marcher de façon quasi autonome. Il n'est pas exclu pour ces chercheurs qu'après donc 6 mois, la plupart des patients ont récupéré une marche possible mais limitée et qu'ils émettent l'hypothèse qu'ils pourraient s'appuyer sur l'accroissement de la repousse neuronale des fibres épargnées, comme quoi la plasticité du système nerveux, dès qu'il reste quelque chose, peut être stimulée et amplifiée. Dernier exemple d'ICM, et nous allons y rester quelques minutes de plus, pas beaucoup plus, qui a beaucoup intéressé mon groupe de recherche, c'est le problème de la stimulation cérébrale profonde et la maladie de Parkinson. Stimulation cérébrale profonde, en fait, c'est la stimulation, je vais vous le dire, d'un petit noyau qui s'appelle le noyau sous-thalamique. Je vous rappelle très simplement ce qu'est cette maladie dégénérative redoutable qu'est la maladie de Parkinson. Ici, vous avez cette statue de Paul-Marie Richer, qui était un médecin, artiste, sculpteur, peintre, et qui était un élève de Charcot, qui a fait cette statue historique qui se retrouve dans tous les manuels. Eh bien, la maladie de Parkinson, elle est caractérisée par la rigidité, l'hypertonie. Elle est caractérisée par la difficulté à faire un mouvement, l'akinésie, la bradykinésie ou l'akinésie, et sans être paralysé, bien sûr. Et bien sûr, le tremblement qui ne pouvait pas être représenté sur cette statue. Le stigmate neurodégénératif, le stigmate histologique, eh bien, c'est l'atteinte de ces neurones dopaminergiques du tronc cérébral. C'est un tronc cérébral de sujet normal. Et vous voyez ici ce qu'on appelle classiquement les moustaches. Les moustaches, c'est des neurones dopaminergiques qui ont cette couleur de chaque côté. Ici, ces neurones dopaminergiques qui ont des axones qui vont projeter vers les noyaux gris centraux dont nous allons parler et également le cortex. Eh bien, dans la maladie de Parkinson, vous ne retrouvez plus ces traînées de neurones dopaminergiques. Bien sûr, c'est la maladie qui les a détruites, c'est le processus dégénératif qui les a détruites. Ce qui est important, c'est que ce système dopaminergique va retentir sur les réseaux de la régulation du mouvement. Que sont ces réseaux de la régulation du mouvement? On dit toujours que c'est compliqué, ça l'est un peu de fait. Eh bien, ces réseaux sont finalement formés par des amas neuronaux sous le cortex. Ils sont reliés les uns aux autres par des voies qui peuvent être excitatrices ou inhibitrices, et ils finissent par envoyer un message au cortex qui lui l'envoie vers la moelle, et la moelle vers les nerfs et vers les muscles. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il existe un petit noyau qui s'appelle le noyau sous-thalamique, qui véritablement nous a beaucoup appris sur ces 30 dernières années. Ici, vous avez schématisé la représentation de cet ensemble entre le cortex et le sous-cortex et tous ces amas neuronaux qui sont là reliés par des flèches excitatrices rouges, inhibitrices bleues, vertes, dopaminergiques. Le noyau sous-thalamique, il est là. Si on met une électrode dans le noyau sous-thalamique d'un animal, car nous allons aller de l'animal à l'homme, de l'expérimentation à l'application clinique, si on met une électrode dans le noyau sous-thalamique d'un singe normal, on va voir que ces neurones glutamatergiques excitateurs du noyau sous-thalamique ont une activité extrêmement régulière. Vous voyez ici, ça c'est un potentiel d'action chaque fois, chaque barre verticale. C'est une véritable horloge, toc, 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 qui va battre à 10, 12 cycles par seconde. C'est une horloge qui contribue à l'harmonisation du déroulement des phénomènes entre le cortex et le sous-cortex. Et puis voilà que la maladie de Parkinson survient.
Les neurones dopaminergiques sont détruits. Ceci est indiqué ici par ces flèches brisées en vert. Et le noyau sous-thalamique va se trouver très perturbé dans son activité. Vous voyez ici chez le singe qu'on a rendu parkinsonien par une toxine qui détruit les neurones dopaminergiques. Les neurones donc de ce noyau sous-thalamique deviennent hyperactifs, déchargent de façon très irrégulière en bouffée et viennent perturber complètement le fonctionnement de la boucle sous-corticale et vont produire à la fois de l'hypertonie et de la kinésie. Si maintenant on remplace cette électrode d'enregistrement par une électrode de stimulation que je vous montre ici, qui va stimuler de façon constante ce noyau sous-thalamique à 120 Hz, à 120 cycles par seconde, avec une intensité de l'ordre de 0,8 à 1 milliampère, on va regarder ce que cela donne chez un singe qu'on a rendu parkinsonien. On peut même chez l'animal créer un hémi-Parkinson. Très souvent, la maladie de Parkinson chez l'homme commence d'un côté, puis envahit l'autre côté. Et bien là, on a donc un animal qui a un hémi-Parkinson, un Parkinson du membre supérieur, du membre inférieur, et l'autre côté est normal. Si vous enregistrez l'activité myographique du côté du biceps normal, vous voyez que cette activité est présente mais faible. Regardez maintenant l'activité électromyographique du biceps parkinsonien. L'activité est beaucoup plus importante, beaucoup plus anarchique. Si vous appliquez maintenant la stimulation à 120 Hz avec votre électrode dans le noyau sous-thalamique, vous avez une résolution quasi immédiate de la rigidité et tout le temps de l'application de la stimulation. Ceci est exprimé ici, où vous voyez le tonus très augmenté dans le biceps parkinsonien avant la stimulation, qui est normalisé après la stimulation. Donc, ça a un effet extrêmement important sur la résolution de l'hypertonie, de la rigidité, mais aussi ça a un effet très important sur le mouvement volontaire, qui se traduit chez le parkinsonien par une difficulté à l'exprimer, la bradykinésie, voire même la kinésie. Et ceci a été étudié aussi chez le primate, qui nous a beaucoup apporté pour les parkinsoniens dans ses expérimentations, et là, le primate, il est entraîné dans un premier temps, comme on l'a vu tout à l'heure dans le primate de Fetz, à faire un mouvement de flexion ou d'extension de l'avant-bras autour du bras. Et ceci, c'est le mécanogramme de plusieurs flexions superposées. Il y a une trentaine de flexions superposées. Vous voyez que le mécanogramme est tout à fait normal, régulier, harmonieux. Si vous calculez la vitesse de ce mouvement, vous aurez un pic de vitesse, vous aurez un pic d'accélération, une dérivée seconde, un pic de décélération. Si vous regardez l'électromyogramme pendant l'exécution motrice, vous allez avoir un pic d'activité électromyographique dans le biceps. Et là, c'est très classique, il y a une inhibition dans le muscle antagoniste du biceps, c'est-à-dire l'extenseur. C'est tout à fait logique depuis Sherrington. Quand on active dans un sens, il faut inhiber l'antagoniste. On ne peut pas, bien sûr, activer deux muscles à la fois, sinon on fait de la coactivation et de la rigidité. Regardez ce que deviennent ces paramètres cinétiques et cinématiques chez le singe parkinsonien. Tout d'abord, le mouvement devient de beaucoup plus faible amplitude, il est beaucoup plus lent, comme c'est indiqué sur le mécanogramme, il n'y a plus de pic de vitesse, il n'y a plus d'accélération, de décélération, l'électromyogramme est devenu complètement anarchique, polyphasique, irrégulier, et il n'y a plus d'organisation réciproque, il y a tendance à la coactivation, à la rigidité, et le sujet ainsi est bloqué à la fois dans sa volonté, et le parkinsonien veut faire un mouvement, il n'y arrive pas. L'application de la stimulation dans cette situation parkinsonienne normalise ces différents paramètres que vous retrouvez sur le mécanogramme, sur le pic de vitesse, le pic d'accélération et de décélération. Vous retrouvez également l'augmentation d'activité de l'électromyogramme avant le début du mouvement dans l'agoniste, dans le biceps, et l'inhibition, c'est très important, dans le triceps. Donc finalement, cette approche expérimentale chez le primate non humain rendu hémi-parkinsonien a permis de passer à l'homme. C'est ce qu'on appelle l'approche translationnelle. On est passé de l'approche expérimentale chez l'animal
à l'application au lit du malade. La stimulation cérébrale profonde appliquée à l'homme, et ce sont les travaux de l'équipe de Ben Hamid à Grenoble qui a mis absolument en œuvre les données expérimentales que nous avions trouvées dans notre équipe à Bordeaux. Et cette stimulation à haute fréquence du noyau sous-thalamique contrecarre l'état parkinsonien, rétablit un fonctionnement anormal, une dynamique proche de la normale dans l'ensemble des réseaux cortico-sous-corticaux. Cette hyperactivité du noyau sous-thalamique est atténuée. Ici, l'inhibition est diminuée, et au niveau de la voie thalamo-corticale, c'est-à-dire des messages qui arrivent au niveau du cortex, il y a de nouveau possibilité pour le cortex d'édifier une programmation motrice, et le mouvement se rapproche de la normale. Voilà donc un dernier exemple d'ICM, d'interface cerveau-machine, dit d'écriture. Cher professeur, nous allons être contraints de vous demander de bientôt conclure. J'ai pratiquement fini, chère madame. Et je voudrais, pour terminer, soulever les problèmes éthiques que induisent l'utilisation des interfaces cerveau-machine. Tout d'abord, il y a des principes généraux qui s'appliquent à tous les malades. Le principe d'autonomie que l'on connaît bien, le consentement éclairé, on doit prendre une décision libre et raisonnée après information du médecin. Le principe de non-nuisance, avoir la certitude que le traitement proposé n'aggravera pas le patient. Le principe de bienfaisance en évaluant le rapport bénéfice-risque. Et le principe de justice, s'interroger sur la justesse de la décision s'il y a divergence entre l'intérêt du malade et celui de la société. Enfin, il y a des questions particulières liées à l'utilisation du dispositif interface cerveau-machine. L'activité neuronale a un caractère personnel, elle ne doit pas être utilisée par un tiers. On peut stocker les données à partir des potentiels d'action recueillis au niveau du cortex moteur et qui sont propres au sujet, donc ceci doit être protégé. Il faut éviter toute coercition. Il faut optimiser les dispositifs, c'est toujours le patient qui décide et non la machine, et apprécier les risques d'effets secondaires qui peuvent exister, entre autres dans la stimulation cérébrale profonde dans le Parkinson. Finalement, d'une certaine façon, j'utilise le terme, même s'il est excessif, le dogme, c'est rétablir, restaurer, remplacer, réparer. Ces principes éthiques restent donc du domaine de l'homme réparé et écartent les techniques créant un homme augmenté, c'est-à-dire doté de qualités nouvelles. Mais enfin, on doit savoir que le progrès technologique, l'évolution de la puissance des ordinateurs actuels ne sont pas sans renforcer le courant de pensée transhumaniste. Je vous remercie. Extraordinaire, extrêmement impressionnant, à la fois par l'intérêt énorme de ces recherches et de ces travaux, mais aussi la qualité de votre intervention. Cher professeur, merci infiniment. Si nous pouvons vous demander de retirer votre présentation de façon à passer la parole maintenant à monsieur Mario Chavez pour cette deuxième présentation de ce soir, et je l'invite à présenter le porter à l'écran de façon à ce qu'il puisse engager cette deuxième présentation et orienter aussi les choses sur ce qui est aujourd'hui en cours au niveau des entreprises, au niveau de lancement, je dirais, de ces actions, de ces travaux, de ces recherches dans la vie économique. Merci à vous. Je vous laisse la parole. Très bien. Merci. Bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, en particulier Madame Villaudière et particulièrement Madame Leloirne, pour cette invitation, cette opportunité de vous présenter les travaux de mon équipe. C'est une interface cerveau-machine, c'est une application originale, vous allez la voir, d'un point de vue clinique, mais aussi avec un fort potentiel industriel. Donc, vous allez voir par la suite. Donc, si je commence bien, on va... Voilà. Okay. Donc, le professeur Biulac a pu vous montrer quelques applications très connues, les plus connues sur des interfaces cerveau-machine, comme c'était les contrôles d'exosquelettes ou des prothèses, l'épelleur des mots, les neurofeedback. Et puis, qu'est-ce qu'ils sont en commun toutes ces applications? Bon, c'est une caricature de l'image représentée à l'écran. C'est depuis la nuit du temps, on imaginait pouvoir disposer d'avoir un dispositif
capable de lire nos pensées. Bon, ici, maintenant, on a l'EEG, l'électroencéphalogramme, évidemment, mais il faut savoir décoder ça afin de pouvoir, comme disait le professeur Biolac, décoder ces fameux codes neuronaux. Et ici, dans l'application que je vais vous présenter, vous allez voir, on n'est pas loin, c'est avec une autre application auquel on n'y pense forcément pas. Donc, l'application de mon équipe de l'interface cerveau-machine, c'est l'inconfort respiratoire. Pourquoi? Parce que, comme vous imaginez bien, lors d'une défaillance du système ventilatoire qui met en jeu les pronostics vitaux d'un patient, avec la COVID, par exemple, on est tous familiers avec cette situation, eh bien, les patients sont généralement transférés en réanimation pour bénéficier d'un traitement par ventilation mécanique, dont les objectifs, évidemment, sont d'assurer les échanges gazeux et de corriger surtout cette souffrance respiratoire. C'est une vraie souffrance respiratoire. Eh bien, curieusement, dans presque la moitié des patients ventilés mécaniquement en réanimation, rapportent un inconfort ventilatoire, une souffrance respiratoire. Et ce qui est grave dans cette situation, c'est que côté sur une échelle visuelle analogique entre 0 et 10, ces patients rapportent une valeur de 4, ce qui, je me permets de le signaler, dans les domaines de la douleur, une telle intensité imposerait déjà les recours à des syntagmiques majeurs. Donc, vous vous rendez compte, c'est une angoisse, c'est vrai, c'est un ressenti, aussi c'est un confort. Mais on peut tous bien imaginer que cette détresse, on peut voir les coups du patient, vous imaginez les stress que ça peut représenter pour les patients, cet inconfort, cette souffrance respiratoire. Évidemment, les principales conséquences de cette souffrance respiratoire, c'est une augmentation de la durée nécessaire de ventilation, mais surtout une survenue d'un syndrome de stress post-traumatique, ce qui, évidemment, est délétère pour les patients. Eh bien, nous, avec mes collègues, surtout de l'unité INSERM, ici à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l'unité de neurophysiologie respiratoire expérimentale et clinique, on a décidé de s'attaquer à ces problèmes et proposer une interface cerveau-machine afin de pouvoir détecter de manière très efficace cet état de souffrance respiratoire. Et comment ça fonctionne, vous allez voir. Et tout d'abord, une petite explication sur la respiration et comment est-ce que le cerveau entre en jeu avec la respiration. Eh bien, comme je disais au début, lorsqu'on respire normalement, on n'y pense pas. C'est un acte autonome, c'est un acte banal auquel on ne pense pas. Eh bien, lors de la respiration spontanée, c'est une partie très profonde du cerveau, les troncs cérébrales, le professeur Biolac l'avait montré aussi, qui s'occupe de réguler ça de manière autonome. On n'est pas conscient de cette régulation. Mais néanmoins, en ventilation mécanique, ou lorsqu'on a un problème, une défaillance du système ventilatoire, et certaines contraintes ventilatoires, comme je disais, peuvent engager les cortex moteurs aussi, notamment lorsque, par exemple, dans le cas d'une dyspnée, d'une détresse respiratoire, ou tout simplement, par exemple, lorsqu'il y a une disharmonie, un mauvais réglage entre les ventilateurs mécaniques et les patients. Donc, et nous, on a pu détecter dans l'équipe, ce sont mes collègues cliniciens qui ont fait ce travail depuis une dizaine d'années, ils ont pu détecter une signature de l'activité corticale qui était liée à ces problèmes, à cette détresse respiratoire. Nous, l'interface, le schéma général de l'interface que nous, on a proposé est la suivante. On a une application, comme je disais, nouvelle de cette interface qui est non invasive dans le sens où on n'a pas besoin d'opérer comme dans le cas de l'estimulation profonde pour le Parkinson. Ça peut se faire en temps réel, à la seconde près, à la minute près. Si on ne respire pas pendant 10 secondes, ça va. Le problème, c'est si on arrive à mal respirer pendant 1 minute ou 30 secondes. Donc, comme je disais, l'idée principale, c'est que la détresse respiratoire va provoquer une souffrance cérébrale, et c'est cette souffrance cérébrale qui va s'exprimer par des signaux particuliers qui vont être recueillis à l'aide d'électroencéphalogramme. Et puis, à partir de là, on va développer une interface cerveau-machine afin d'émettre une alarme. Pour l'instant, c'est une alarme. Vous allez voir la suite, afin d'alerter les aides-soignants ou les infirmières pour régler les ventilateurs ou éventuellement prendre les mesures nécessaires.
Donc, quel est le schéma général de toute interface cerveau-machine et aussi cerveau-ventilateur est la suivante. On a, comme je disais, l'EEG, ce sont les signaux électroencéphalographiques recueillis chez les patients, auxquels on applique un pré-traitement simplement pour éliminer des artefacts, pour les filtrer dans une bande d'activité particulière. Après, c'est là où tout se joue. On va essayer d'extraire les caractéristiques pertinentes de ces signaux EEG et appliquer des algorithmes de classification, des algorithmes plus statistiques. Et c'est là, nous, on va permettre à partir de la classification, on va pouvoir détecter un état anormal de respiration, dans notre cas, des souffrances respiratoires. Et cette alarme, en principe, est adressée au personnel médical afin qu'il puisse réaliser l'optimisation du ventilateur. Et c'est ici aussi, je voudrais insister sur la dernière partie de la présentation du professeur Biolac sur l'éthique. On aurait pu imaginer faire cette interface cerveau-machine qui corrige automatiquement les ventilateurs. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir tous les paramètres d'un ventilateur clinique, et ils sont très nombreux. Donc, pour faire une étude de cette magnitude, évidemment, il y a toujours les risques de provoquer, si on se trompe, si l'algorithme ne fait pas les choses correctement, on pourrait étouffer les patients. Donc, c'est pour cette raison que notre interface cerveau-machine, on s'est contenté dans un principe simplement pour émettre une alarme et pas essayer d'ajuster automatiquement les différents paramètres du ventilateur. Bien, pour ceux qui seraient intéressés, notre travail a fait l'objet de plusieurs brevets avec des extensions un peu partout dans le monde d'une protection industrielle. Il y a un article technique qui est associé, donc dont les références ici, vous pouvez la voir dans la diapositive. Je vais vous montrer simplement avec 2 diapositives comment on fait et en quoi ça consiste. C'est de manière très simple. Donc, comme j'ai dit, on a l'EEG enregistré par un patient qui est soumis à une ventilation mécanique, une ventilation artificielle. On va extraire, à fur et à mesure, on va regarder des blocs des signaux EEG sur lesquels on va filtrer ces signaux dans une bande de fréquence très particulière qui correspond à l'activité du cortex moteur. Évidemment, on peut imaginer que pour respirer, il faut bouger des muscles. Et puis, à partir de là, quelle va être notre caractéristique pertinente afin de détecter cette détresse respiratoire? Pour nous, c'est ce qu'on appelle en statistique les matrices de covariance. Si tout le monde se rappelle bien de nos notions de stats du lycée, c'est une manière d'extraire l'organisation spatio-temporelle d'un ensemble de signaux. Eh bien, nous, on va essayer d'extraire, de capturer l'organisation spatio-temporelle dans une petite fenêtre de temps de quelques secondes de tous ces signaux-là. Après, on va déplacer cette petite fenêtre au cours du temps, le G va continuer, et on peut le faire comme ça, pratiquement de manière en temps réel. Et puis, d'un point de vue plus statistique, l'idée est de caractériser la classe, caractériser la respiration normale. Ici, sur la diapositive, chaque petit point essaie de représenter toutes les différentes matrices de covariance que j'étais associées à cette classe normale. Et puis, avec un peu de chance, par des outils statistiques un peu plus développés, on va essayer de définir une frontière. Et puis, tous ces points qui se trouvent à l'intérieur de ces frontières voudraient dire que l'EEG correspondant correspond à une situation de respiration normale. Et puis, si jamais il y a des segments, à un instant donné, les sujets respirent mal ou à une souffrance respiratoire, cette détresse respiratoire va se refléter dans une modification de la matrice de covariance et évidemment qui va être représentée à l'extérieur de cette frontière qui correspond à la respiration altérée. Mais allons voir qu'est-ce qui se passe vraiment lorsqu'on a fait, lors d'une étude faite au laboratoire avec des sujets sains. J'y reviendrai chez les patients après. Regardez ce qui se passe. Cette vidéo vient d'un vrai sujet, sur lequel, pendant quelques secondes, les 700 premières secondes, les sujets respirent normalement. Donc, l'image en bas à droite, vous voyez la petite tête avec les spaghettis, les cheveux sous forme de spaghettis, représente les connexions statistiques mesurées entre les différentes régions cérébrales. Donc,
Après, vous allez voir là où il y a indiqué, il va y avoir une courbe bleue qui s'affiche, c'est la distance de l'EEG, de ces signaux EEG par rapport à une classe normale, par rapport à la respiration normale. Et puis, à un moment donné, plus environ vers la seconde 700, on va, nous, de manière artificielle, on a induit une détresse respiratoire. Quelle détresse respiratoire on induit? Ici, imaginez, si vous respirez par une paille, et si vous doublez la taille de la paille, vous imaginez que vous devez faire un effort afin de récupérer beaucoup plus d'oxygène. Eh bien, pour nous, c'est pareil. On a pu simuler ce phénomène-là. Donc, et regardez ce qui se passe. Au début, les sujets respirent normalement. Il y a des connexions cérébrales qui sont créées, qui disparaissent évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque les sujets commencent à respirer mal? Vous voyez, il y a différentes connexions, une organisation cérébrale complètement différente de la précédente. On peut rejouer ça. Au début, les sujets respirent normalement. Puis, comme je disais, ce qui est important, c'est que les connexions cérébrales varient d'un instant à l'autre, ici représenté par tous ces liens. Et lorsque les sujets respirent mal, il y a une configuration spatiale, une organisation cérébrale de tout l'ensemble du cortex, d'une région en particulier, qui se met en place, mais qui est différente du reste. C'est ça notre objet d'étude. Mais on pourrait dire, oui, mais ça s'est fait sur des sujets sains. Qu'est-ce qui se passe chez des patients? Récemment, on a fait une étude chez des vrais patients, chez des patients sur lesquels on avait manipulé les ventilateurs. On a pu détecter cet état de détresse respiratoire et surtout, on a pu s'assurer qu'une fois que les respirateurs étaient réglés correctement, les sujets respiraient normalement. Donc, du coup, on a notre validation de l'algorithme et de l'application chez des sujets normaux au laboratoire, comme il se doit, mais aussi chez des patients en clinique, au lit du patient, comme on dit en recherche. Mais maintenant, pour nous, notre défi, c'était comment on peut apporter ça pour tout le monde, qui ne reste pas enfermé dans les 4 murs d'un laboratoire ou dans les 4 murs d'un service clinique unique. Mais nous, on voulait qu'il soit accessible à tout le monde. Pour ça, on s'est dit, déjà, l'étude qu'on a fait, on l'a fait avec un casque G standard. Je ne sais pas si si vous connaissez un casque, c'est avec une soixantaine d'électrodes qu'il faut poser. La pose du casque implique une demi-heure, plus ou moins. Donc, c'était très compliqué. Donc, du coup, on a dû d'abord étudier quelles étaient les zones les plus relevantes pour détecter notre détresse respiratoire. Après, évidemment, on a dû s'associer avec des industriels. Et donc, déjà, au début, on a bénéficié pendant 4 ans, pratiquement 5 ans, du soutien de la société Air Liquide. Et récemment, depuis quelques années, on a une collaboration avec une jeune start-up issue de notre laboratoire pour construire un petit casque comme celui que vous voyez en bas de l'image, le casque gris. C'est un prototype sans fil, on peut le poser facilement sur tous les patients, mais aussi chez les personnes à domicile. Vous allez voir l'intérêt tout de suite après. Et ça, c'est notre prototype, notre dispositif industriel. Donc, l'algorithme est à l'intérieur, une partie à l'intérieur du casque, à l'intérieur des électrodes, mais aussi, ça comporte une application mobile, vous allez la voir. Ce qui est important aussi, c'est que tous ces projets a été labellisé par Medicine et a reçu les soutiens, ou reçoit les soutiens du réseau de l'Institut Carnot, vous savez, afin de pouvoir exporter tous ces savoirs de recherche vers les mondes industriels, vers les mondes réels, et aussi par la Satlutech qui gère tout notre portefeuille de brevets. Donc, comme je disais, notre solution, c'est un prototype fonctionnel, c'est un dispositif médical de classe 2. Vous pouvez voir, il y a un casque, une application mobile. Pourquoi? Parce qu'on cherche la manière qu'une infirmière ou un aide-soignant puisse les poser facilement sur la tête du patient. Et après, voilà, il ne pense plus, il va entendre l'alarme à un moment donné, mais il peut revenir et vérifier que tout va bien. Donc, cette application avec les dispositifs mobiles, derrière cette application, il y a une dizaine d'années de recherche et développement. J'insiste ici pour mentionner les 2 cliniciens qui pilotent ces projets, sont les professeurs Thomas Emilowski et les professeurs Mathureau, tous les 2 de l'assistance publique de Paris, ici à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Tous ces projets
il est protégé, il a des brevets, différents brevets internationaux, différentes extensions, mais surtout, comme il disait, derrière ces brevets, il y a tout le monde de la recherche et développement, mais il y a un certain nombre de publications scientifiques, c'est-à-dire notre approche a été validée par nos pairs. Malheureusement, la COVID, l'essai clinique avait démarré et puis ça a été malheureusement interrompu à cause de la COVID. On espère bien, on croise tous les doigts pour que la situation de la courbe vers les bas des cas de COVID nous permettront de continuer notre essai clinique. Après, je disais tout au début que cette application, cette approche, ce projet représentait un marché potentiel. Je ne sais pas s'il y a des industriels dans l'audience, j'espère que oui. Et s'ils m'entendent, je fais un appel à eux, simplement pour mentionner que d'après certaines études de marché, les marchés dispositifs prévus en 2027 pour la bronchopneumonie, cette obstruction chronique bronchopneumonie, et l'asthme représentent 51 milliards de dollars, simplement les marchés. Puis, si on reprend simplement en termes de patients au niveau mondial, pour la bronchopneumonie, il y a 250 millions de patients, d'après l'estimation de l'OMS, les dernières estimations de l'OMS. Et évidemment, tout le monde peut imaginer, la COVID, tout le monde a entendu parler des patients qui s'étouffent, qui ne peuvent pas respirer. Donc, je mentionne le nombre de patients atteints de la COVID, c'est pratiquement 200 millions, 177. Heureusement, pas tous les patients de COVID doivent être mis en réanimation, mais vous savez, il y a un certain nombre de patients qui, lorsque les systèmes de réanimation sont saturés, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces patients qui ne peuvent pas accéder? Donc nous, on est convaincus qu'une solution comme la nôtre peut s'appliquer aussi à domicile chez ces patients-là. Et puis, évidemment, on n'est pas les seuls à travailler sur le G, on n'est pas les seuls à travailler dans le cas de la respiration. Il y a d'autres sociétés, je montre ici un petit tableau, avec quelques propriétés, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux autres. Il y a tout d'abord nos collègues, BioSerenity, c'est une société française, c'est une jeune start-up, une grande start-up déjà, BioSerenity, très orientée au début à l'épilepsie, mais maintenant ils se diversifient un peu plus. Donc, malheureusement, ils font des super produits, mais ils ne sont pas validés pour la dyspnée ou pour cette détresse respiratoire. Après, il y a d'autres sociétés comme Early Sense, Datos ou Tide2Care, sont des 3 sociétés israélo-américaines qui fournissent des produits d'une grande qualité, mais par exemple, certains ne sont pas orientés à l'EEG. Certains ne sont pas orientés à l'EEG, ou d'autres sont, je disais, leur solution n'est pas orientée à la dyspnée. Généralement, ils sont très orientés à des problèmes cardiaques. Et puis aussi, il y a une société écossaise, Current Health, qui se ressemble un peu qui serait capable de faire des choses similaires, mais malheureusement, ils ne font pas de l'EEG. Ils le font tous qu'avec les cardiaques. Et nous, ce qui n'est pas montré, je voulais le dire, c'est que nous, on a, dans nos différentes études, on a pu montrer que cette détresse respiratoire est mieux détectée à l'aide de l'EEG. Donc, voilà l'exemple d'une application des interfaces cerveau-machine. Depuis pratiquement les premières idées dans l'hôpital, dans un laboratoire de recherche, et puis une application clinique, et puis maintenant avec éventuellement un prototype industriel. Évidemment que nous attendons des collaborations, s'il y a des industriels dans la salle, des personnes intéressées pour soutenir ces projets, n'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis, ou même s'il y a aussi des chercheurs, des scientifiques intéressés, ou des collègues intéressés par le projet, on serait ravis de pouvoir communiquer avec eux. Voilà, je vous remercie. Un grand merci à vous, cher professeur. S'il vous plaît, je vous propose de retirer votre écran et je vais donc passer la parole à Catherine qui va animer un petit peu le débat. On va poser les questions à nos 2 intervenants. On vous remercie encore infiniment l'un et l'autre pour clarté et les exposés très impressionnants que nous venons d'entendre. Et Catherine, peut-être quelques premières questions que tu as pu relever sur le chat et celles que toi-même, d'ailleurs, tu souhaites poser à nos 2 experts. Absolument. Alors, je vais essayer de poser des questions courtes et surtout de les regrouper.
Alors, nous avons eu une personne qui nous a posé une question sur les 10, la dyspraxie, la dyslexie, j'imagine, et d'autres 10. Quelles indications? On sait que ces techniques peuvent aussi fonctionner avec le neurofeedback, notamment dans les troubles de l'attention, dans certaines dépressions. Donc, quelles indications et quel seuil de gravité? Parce que c'est quand même, il y a quand même un problème de bénéfice-risque. Donc, voilà la première question. À qui la poses-tu? Ah, C'est pour moi alors. allez-y. Oui. Alors, je vais plus répondre sur le TADA. Normalement, vous savez que c'est un débat qui n'est pas clos, le débat du traitement du TADA, particulièrement dans des formes sévères, l'utilisation de la Ritaline, qui est une amphétamine. Alors, il est intéressant de dire que des travaux ont pu être faits, mais bien sûr, on ne peut pas dire encore qu'il y en a eu beaucoup, mais un certain nombre qui ont comparé sur des enfants hyperactifs, de façon donc comparative, l'effet du feedback et versus l'effet de la Ritaline, dans des formes sévères, des formes sévères de TADA. Les pédopsychiatres diraient que, j'ai peur de m'avancer car c'est un débat difficile, que pas plus d'un quart des enfants TADA nécessitent de la Ritaline. Donc, dans ces études, on voit que, en tout cas au moins dans un premier temps, sur la focalisation de l'attention, sur l'amélioration des processus attentionnels chez l'enfant, il y a une certaine analogie entre l'effet de la Ritaline et l'effet du neurofeedback. Le problème, il faut avoir plus de recul. Mais il est sûr que le neurofeedback, ce n'est pas une substance pharmacologique. Et il faut bien dire qu'en l'occurrence, si on avait la certitude que le neurofeedback suffisait, ça serait quand même mieux que la Ritaline. Voilà ce que je peux répondre. Voilà, je préciserai d'ailleurs que j'ai vu les effets du neurofeedback et c'est tout à fait impressionnant parce que ces enfants qui ne savent pas leur état de concentration et leur état de non-concentration en prennent conscience en voyant justement, en travaillant sur des jeux vidéo qui ralentissent et qui s'obscurcissent quand ils ne sont pas concentrés, et pour les faire redémarrer, ils sont obligés de générer ces ondes de concentration. Et d'ailleurs, la FDA a donné une AMM tout à fait récemment, il y a quelques semaines ou mois, à un jeu vidéo dans le traitement des troubles de l'attention, ce que j'ai trouvé absolument formidable. Absolument. Alors, la deuxième question, j'ai deux questions qui vont un peu dans le même sens. Il y a un patient dans l'assistance qui dit voilà, j'ai fait un AVC et j'ai maintenant une main qui est mal commandée, une marche difficile, spastique. Et où puis-je m'adresser? Donc, quels sont les centres de référence dans lesquels, hors la recherche, un patient peut s'adresser pour rencontrer des cliniciens qui sont au fait des dernières technologies et qui pourraient leur apporter quelques améliorations. Et je compléterai cette question par celle d'une autre personne qui dit oui, mais quand sort-on des laboratoires et quand les applications seront-elles accessibles pour les patients? Et c'est vrai qu'il reste quand même un chemin assez long à parcourir pour que de nombreux patients puissent en bénéficier. Qui pourrait commenter? Donc, professeur Biolac, oui. Je vais répondre sur le problème de la spasticité. Je peux vous faire parvenir, Catherine, quelques centres que vous pourrez communiquer à cette personne. C'est sûr que c'est un problème majeur. Les spasticités fixées ou plus ou moins fixées après les accidents vasculaires cérébraux sont fréquents. Il y a quelques centres. J'essaierai de vous faire parvenir les meilleurs sur Paris et les grandes villes de province. Alors, sur la deuxième question, ah oui, c'est la disparité entre le laboratoire et l'application. Ah ben oui.
Vous avez vu le tétraplégique, vous avez vu l'exosquelette, vous avez compris que c'était quand même pas tout à fait pour demain, quoi. Tout ça sera long. Alors, il y a des applications simples, je pense. Le Matrix Speller, il y a plusieurs équipes qui l'utilisent. Particulièrement, il y a une équipe à Nice qui a même publié récemment sur l'utilisation de l'épelleur de mots dans la sclérose latérale amyotrophique très évoluée. Ça se trouve, il n'y a pas de problème, c'est utilisable. Est-ce que le problème des paraplégies et des travaux de Lausanne, Neurostymo, il est sûr que peut-être il y aura des progrès dans la mesure, mais la question des gens de Lausanne, c'est d'être sûr qu'il reste des fibres résiduelles. C'est un vrai problème. Alors, je pense qu'ils sont en train de progresser et qu'on pourra dire d'ici quelque temps, dans la classification des paraplégies, ces paraplégies post-traumatiques, si fréquentes hélas, ces accidents de moto, enfin, de voiture, de dire eh bien, cette paraplégie a des fibres résiduelles que l'on peut tester et ils peuvent bénéficier du traitement par la stimulation et en même temps la mise en œuvre de ces fibres résiduelles par la motivation. Ça, je pense que c'est des applications qui peuvent voir le jour assez vite. Mais il y a d'autres applications. Également, il y a le problème de la rétine artificielle. Et récemment, même, vous avez vu que les Parisiens, l'Institut de José Sahel, a même publié que, au-delà des implants rétiniens, on pouvait peut-être directement, sans utiliser d'interface cerveau-machine, utiliser la capacité que l'on a à mettre des nouveaux canaux récepteurs dans les cellules ganglionnaires et les transformer en cellules photovisuelles, en récepteurs photovisuels, sans passer par une interface. Il est sûr que ça, c'est une voie qui peut être relativement bénéfique. Mais c'est dur, quoi. Il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. Je peux rajouter un petit mot à propos des AVC, de la réhabilitation lors des AVC, simplement pour dire qu'ici, à l'Institut du cerveau, il y a une équipe fantastique de collègues, des chercheurs, qui étudient justement l'utilisation des interfaces cerveau-machine pour la réhabilitation des patients post-AVC. Donc, j'invite la personne, le patient, peut-être à contacter l'Institut qui vous donneront les références des chercheurs. C'est d'un point de vue recherche, mais aussi, comme je disais, l'objectif de notre recherche ici, c'est qu'un jour, on a toujours cette obsession qui puisse être exportée à l'extérieur, qui puisse sortir. Donc, peut-être mes collègues à l'Institut du cerveau qui font des travaux. Il y a des très, très beaux travaux sur les interfaces cerveau-machine appliquées à la réhabilitation des patients post-AVC. Absolument, c'est déjà une adresse qui est donnée. Voilà. Et la même chose, il y a des demandes d'adresse pour les neuroprothèses visuelles, cochléaires ou le Parkinson. J'ai connu moi-même une patiente de 45 ans touchée par un Parkinson très tôt et qui a été considérablement améliorée, mais ça reste effectivement des indications d'exception et des possibilités aussi d'exception. Alors, oui, sur le Parkinson, il y a à peu près une quinzaine de centres en France, dans des villes universitaires, dans les CHU, où on peut bénéficier de l'implantation de stimulation cérébrale profonde. Alors, mais il faut dire aussi qu'on réserve cela à des formes qui sont résistantes et surtout fluctuantes. C'est des formes dyskinétiques induites par la L-Dopa, où la L-Dopa transforme presque, dans certains cas, le parkinsonien en choréique. Et dans ces cas-là, la stimulation cérébrale profonde peut permettre une amélioration. Mais là, il y a quand même une quinzaine de centres qui sont capables d'aborder la question. Voilà. Et il semble qu'il y en ait un à La Réunion, me signale-t-on. Oui, non, mais c'est vrai. Une autre question qui semble tout à fait intéressante, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, il y a l'apprentissage bien sûr des soignants pour le matériel notamment cerveau-ventilation dont a parlé Mario, mais il y a également l'apprentissage des patients qui est quand même très lourd
et qui demande un exercice long et difficile et une grosse motivation. Est-ce que vous pouvez donner un petit peu un ou deux exemples de résultats et de travail pour acquérir ces modestes résultats? Oui, ça, je peux dire quelques mots pour faire je ne sais pas si la question correspondait à l'apprentissage des patients ou l'apprentissage de l'algorithme, mais pour ce qui est l'apprentissage des patients ou des sujets, de sujets simples, dans le cas des expériences au laboratoire, par exemple, pour apprendre à bouger, comme les images qu'avait montré le professeur Biolac, chez les primates non humains à qui on apprenait à bouger la main. Donc, il faisait les mouvements, il imaginait qu'il bougeait la main. Nous, il a une expérience très connue qui consiste à imaginer, qui s'appelle l'imagerie motrice. Vous savez, des choses très étonnantes. Les cortex cérébraux, comme l'a montré le professeur Biolac, s'activent de manière identique lorsqu'on fait les mouvements que lorsqu'on imagine qu'on fait les mouvements. Et justement, cette propriété, on l'utilise afin de construire des interfaces qui pourraient aider éventuellement à une réhabilitation. C'est-à-dire un patient qui ne peut pas bouger la main, mais qui peut imaginer qu'il bouge la main, qui a les mêmes, afin d'activer les réseaux corticaux. Mais nous, on s'est rendu compte qu'ils s'apprennent très vite. Ils s'apprennent très, très vite. Au cours de 12 séances, 3 séances, certes, il y a des patients qui sont plus atteints, qui mettraient un peu plus de temps. Il y a des patients pour qui, il suffit une première séance. Ça, c'est comme pour le neurofeedback. Parfois, il y a des patients avec très peu de séances. Ça marche très bien. Ils arrivent à contrôler leur activité cérébrale. Mais d'autres, donc c'est très, très hétérogène. Ça dépend. Je peux rajouter un mot? Oui. J'ai indiqué de fait que dans l'apprentissage, il y a un élément majeur, c'est le retour perceptif. C'est majeur, si vous voulez. On ne se rend pas compte quand on a la sensibilité en place, on croit qu'on fait un mouvement purement moteur, pas avec le cortex moteur. Eh bien non, ce qui est très important, c'est le retour de l'image au cortex somesthésique qui informe le cortex moteur pour lui dire le mouvement a été fait correctement ou il n'a pas été fait correctement. Eh bien, les gens qui sont tétraplégiques, qui sont hémiplégiques dans certains cas, qui sont paraplégiques, n'ont pas ces feedbacks. Le bras robotique, bon, il n'a pas de feedback naturellement puisqu'il n'a plus le bras. Donc c'est c'est un problème majeur. Il y a des travaux qui ont été faits sur la déafférentation, c'est-à-dire et ça se ferait plus aujourd'hui d'ailleurs pour des raisons éthiques, sur des animaux à qui on supprime les afférences périphériques et les animaux font un mouvement mais ils ne savent pas qu'ils l'ont fait, ils ne savent pas qu'ils ont fait le mouvement. Donc ils n'ont pas de retour pour corriger. L'apprentissage, c'est autant le retour de l'action au niveau des centres que le programme moteur lui-même. C'est les deux éléments. On ne peut pas, la boucle de rétrocontrôle sensorimotrice est déterminante dans tous les mouvements. Voilà. C'est effectivement très intéressant. On peut parler aussi de l'apprentissage des industriels, parce qu'il y a des industriels qui pourraient s'intéresser de plus en plus à vos travaux scientifiques expérimentaux. Voilà, vous l'espérez, puisque par exemple, on citait Air Liquide, qui quand même est très impliqué dans tout ce qui est respiration, respirateur, que ce soit en réanimation, mais aussi en soins à domicile avec certaines de leurs filiales. Et aussi, je pensais à Boehringer Ingelheim, qui est leader dans tout ce qui est fibrose pulmonaire et bronchite obstructive. Donc, c'est effectivement des liens à renforcer. Je passerai après, Monsieur Biolac, vous avez parlé d'éthique. Nous avons effectivement deux questions sur ce sujet. La première, je dirais qu'elle est presque un petit peu hors sujet, c'est le transhumanisme, certes, mais la personne pose la question très juste, comment résister à la tentation d'augmenter des capacités humaines? Qu'est-ce qui est légitime ou non? Et la deuxième personne complète en demandant quelle gestion pour l'éthique. Est-ce qu'il y a une gestion coordonnée qui varie selon les pays, qui est internationale? Et M. Biolac est d'ailleurs, je crois, ou a été membre consultant du Comité national d'éthique et du Haut Conseil de santé publique. Peut-être pouvez-vous nous éclairer sur ceci. C'est bien compliqué. C'est très compliqué parce que, si vous voulez, il y a la loi française
la loi française, les lois bioéthiques françaises qui sont très bien faites, mais qui sont les lois françaises et qui posent comme principe la sacralisation de l'individu au sens laïque et républicain du terme. Hein, il n'y a pas de connotation religieuse, c'est-à-dire l'intangibilité de la personne humaine. Ça, c'est le principe. À partir du moment où vous ne faites que réparer, de restaurer, de remplacer, au contraire, vous essayez de rétablir la personne humaine dans son intégrité. Vous essayez de la rapprocher de l'intégrité qu'elle avait avant une pathologie. Donc là, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est que la limite est faible. La limite est tenue, est ténue, comme diraient les anciens. Pourquoi? Parce que, et c'était indiqué dans des avis du comité consultatif d'éthique il y a quelques mois, il faut essayer de trouver l'équilibre. Vous savez, c'est toujours très bien de dire des choses comme ça. Il faut essayer de trouver l'équilibre entre le respect de la personne humaine et ne pas nuire non plus au progrès technique, technologique et numérique. Donc, c'est ça le problème. Dans la mesure où on a des ordinateurs, des machines qui sont, en termes de puissance, plus puissants que notre propre cerveau, dans certaines fonctions. Il reste le problème des émotions, de la motivation, mais bon, certains vous disent qu'un jour, on pourra les adjoindre au logiciel de ces machines. Enfin, là, on est quand même encore loin du compte. Mais pour le reste, il y a des machines qui sont d'une puissance considérable et qui continuent à être d'une puissance considérable. Donc, la tentation peut être là de mal les utiliser. Donc, c'est à la société de se prémunir, non seulement en France, mais en Europe. En Europe, il y a un comité national d'éthique qui veille à cela. Le problème, c'est que chaque pays reste encore maître chez lui ou en partie. Dans l'utilisation des big data, vous avez le RGPD maintenant, dans l'utilisation des big data, il y a des règles européennes. On ne peut pas utiliser n'importe comment les données extraites à partir de dossiers de patients. Donc, je dirais, il faut respecter la personne humaine. Chaque fois qu'on n'a pas respecté la personne humaine, on s'est dévoyé. Par contre, trouver cet équilibre qui permette d'aller plus loin. Je ne peux pas dire autre chose. Je suis très gêné pour en dire davantage. Une autre question qui semble importante, ça tourne autour du principe de précaution. La médecine, c'est d'abord ne pas nuire. Et on parle toujours du bénéfice-risque. Tout le monde maintenant, depuis le problème du Covid, est familiarisé avec cette donnée, puisque le bénéfice-risque, évidemment, est très, très en faveur du vaccin si on le compare, ses effets secondaires, avec ceux très ennuyeux et mortels, mais surtout morbides du Covid long, etc. Mais dans ce qui nous occupe aujourd'hui, on est soit invasif, soit non invasif. On a parlé des électrodes qui sont insérées dans le cerveau, on a du non-invasif qui est périphérique. On a vu avec M. Chavez l'intérêt des casques, et je crois, M. Bernard, que vous avez évoqué la poussière neuronale. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une part du seuil d'intervention, mais aussi de ces fantastiques techniques qui vont vers le moins invasif et donc qui peuvent augmenter le bénéfice-risque? Oui, le bénéfice-risque doit être présent dans l'esprit de tout praticien et de la société, ça c'est clair. Et je crois que le Covid a appris ce qu'était le bénéfice-risque à une grande partie de la population. Mais l'invasivité, alors il est sûr que là je crois qu'on pourra à terme, quand on aura des interfaces cerveau-machine encore plus sophistiquées, technologiquement plus évoluées, on pourra sûrement se contenter des activités électriques recueillies de façon non invasive. C'est-à-dire, on pourra se passer d'implanter le cerveau. Ça, je pense que, justement, le traitement des données, la numérisation, les progrès technologiques devraient permettre à terme
d'enregistrer de façon moins intégrée, plus précise, les activités des différentes parties cérébrales impliquées dans une interface cerveau-machine. Ça, je pense que c'est possible. Mais il faut savoir que vous avez dans la Silicon Valley toute une série de startups qui ont imaginé des approches justement de collecte de l'information cérébrale incroyables. Alors vous parlez de la poussière neuronale, c'est un chercheur qui s'appelle Nurko. Il saupoudre le cerveau, c'est chez l'animal, hein, c'est pas chez l'homme. Hein. Il saupoudre le cerveau avec des grains, des nanograins, dans lesquels sont intégrés un collecteur de potentiel d'action, un enregistrement, un amplificateur et un émetteur. Donc ça veut dire en saupoudrant le cerveau, il peut ensuite, en faisant une partition, récolter l'activité soit du cortex moteur, soit du cortex somesthésique, soit du cortex associatif, etc. Bon, il y en a d'autres qui ont imaginé utiliser des systèmes qui viennent s'insinuer entre les neurones et qui, à ce moment-là, donnent absolument des enregistrements parfaits, si vous voulez. Voilà. Mais là, on est dans un domaine futuriste, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont des quantités d'argent pour faire ces travaux considérables, considérables. Peut-être l'Europe pourrait rivaliser, il n'y a aucune raison, il y a les savants pour en Europe et même en France. Hein. Le problème, c'est l'argent qu'ils ont, et une partie de l'argent est même fournie par la DARPA, c'est-à-dire une institution d'État qui subventionne l'armée. Donc, je veux dire, là, la course est disproportionnée en la matière. La course est disproportionnée. Alors, est-ce que nos responsables mesurent l'intérêt d'améliorer le fonctionnement de l'individu, de le réparer en utilisant ces techniques, en faisant bénéficier les patients? Ils devraient, mais il faudrait qu'ils se mettent plus ensemble, au niveau en tout cas du bloc européen, pour le faire. Un pays comme la France ne peut pas lutter. À mon sens. Vous avez anticipé, Bernard, sur les deux questions dernières, qui sont l'état de l'art, notamment à l'international, et notamment aux États-Unis, qui, je crois, est un peu en tête de la course, et pour lequel, voilà. Et puis, évidemment, le coût économique qui, aujourd'hui, est prohibitif, parce que les deux choses qui freinent un petit peu, je veux dire, les avancées et les espoirs de la science, c'est bien les technologies qui ne sont pas encore tout à fait à maturité, mais aussi le coût prohibitif économique qui repose la question de l'accès des patients et de la démocratisation des traitements une fois qu'ils seront complètement validés. Oui, mais c'est le principe de justice, la justesse entre l'intérêt de l'individu et de la société. Tout le monde paie des impôts, donc tout le monde devrait avoir accès à ces technologies nouvelles. Ce n'est pas si simple. Par exemple, même pour la stimulation cérébrale profonde, il n'y a qu'un certain nombre d'opérations qui sont attribuées par an par la sécurité sociale. Et vous imaginez que ce n'est pas demain que la sécurité sociale va rembourser des exosquelettes. Pour quelques mots, s'il vous voulez bien nous dire ce qui vous paraît important pour conclure cette conférence. Je dirais pour conclure, comme un modeste praticien, que ce qui est important, c'est le bien-être et le bonheur de l'homme. Et qu'on doit d'abord, dans nos réflexions, dans nos recherches, penser à cette première préoccupation. Ensuite, il est évident que la science doit servir cela en priorité. Et j'espère que ces priorités seront retenues dans les futurs programmes de recherche. Patrice Debray est très impliqué à l'Académie dans cette démarche. Nous sommes très impliqués. Nous faisons remarquer à l'exécutif qu'il faut davantage soutenir la recherche et les chercheurs. Voilà, ça sera ça mon message, pas autre chose. Merci. Je suis désolé. Je sais pas merci à un moment donné. Non, merci à vous tous.
Merci. Est-ce que Monsieur Chavez, donc, qui revient vers nous, est-ce que vous souhaitiez dire un dernier mot? Simplement pour finir et dire que les interfaces cerveau-machine, ce sont des opportunités uniques, non seulement pour la recherche, pour générer de la connaissance, mais aussi avec une application clinique, mais aussi, comme j'essaie et insiste, c'est aussi un potentiel immense pour l'industrie française. Donc, je voudrais revenir là-dessus. On a des opportunités uniques, comme M. Bulac l'a dit, on a tous les savoir-faire en France, dans nos laboratoires, afin de développer un produit qui puisse servir aux patients. Un grand merci à vous. Vous comprenez bien qu'en tant que vice-présidente de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, je suis toute à votre écoute, à votre envie aussi de pousser cette industrie française, européenne, à rivaliser et à se mettre sur ces sujets avec vous, avec nos chercheurs, nos grands experts mondiaux, hein, que nous avons cette chance en France et en Europe, vous l'avez souligné. Hein. Nous en avons. Et nous en avons, et vous en êtes non seulement les témoins, mais aussi les éclaireurs. Et on l'a bien compris ce soir. Merci, merci infiniment parce que c'était absolument passionnant. Je voudrais remercier aussi, messieurs, si vous le souhaitez, m'accompagner pour remercier Catherine qui a formidablement modéré ce débat, ces échanges. Et un grand merci tout particulier aussi au professeur Patrice Debray, parce que sans Patrice, cette soirée n'aurait pas eu lieu aussi. C'est le grand investigateur et avec moi, comment dire, le chercheur à tout craint de merveilleux experts et de merveilleux intervenants. Et nous avons, grâce à Patrice Debray ce soir, encore une formidable visioconférence. Je voudrais vous dire rendez-vous pour après l'été, après ce congé peut-être estival bien mérité que certains vous allez prendre un peu ces prochains mois, eh bien vous donnez rendez-vous le 30 septembre, puisque le 30 septembre, nous poursuivons nos conférences. Nous l'espérons vous accueillir cette fois aussi, je dirais, en présentiel, puisque notre hôtel de l'industrie va réouvrir ses portes. Hein. Nous ouvrons à la place Saint-Germain-des-Prés eh bien, nos activités depuis ce début de juin et nous en sommes extrêmement heureux de pouvoir vous retrouver pour ceux qui le souhaiteront en présentiel. Vous aurez des invitations qui vous sont adressées comme chaque mois, et n'hésitez pas à nous rejoindre. Cette fois-ci, ce sera le 30 septembre, encore un sujet passionnant, un sujet que Jean-François Fauvarc nous a concocté. Il s'agira des cyberattaques. Vous voyez combien cette question des cyberattaques peut être pour prolonger la discussion de ce soir. Comment, sur ces sujets-là, peut-être par des innovations, par les technologies, de quelle façon le monde industriel est en train de se bouleverser, de se mobiliser et peut-être aussi de nous gêner parfois. Donc, nous les humains, et vous l'avez bien dit, professeur Bulac, comment ce bonheur sur Terre, nous les hommes, eh bien, c'est ça qui compte et c'est cela que nous allons poursuivre. Et pour poursuivre, eh bien, nous vous donnons rendez-vous. Bonne soirée, à bientôt. Merci, bonne soirée à vous tous. Merci Bonne beaucoup. soirée. Merci. Au revoir.